il y a en Israël des manifestants chaque semaine qui disent leur désaccord et qui veulent défendre la libération des otages. Donc ça veut dire qu'il faut mais amener la que nous ne société sommes civile pas à la obligés, table des négociations. nous ne sommes pas obligés de nous mettre dans la main de ceux qui sont les plus insensés, de ceux qui n'ont pas d'autre objectif que la surenchère et la guerre. Nous devons introduire de la mesure. Sont en position de force. Mais je le redis, la diplomatie européenne et la diplomatie américaine sont en congé. Elles sont absentes. Il y a eu ces derniers soubresauts lors des derniers jours aux Nations Unies avec l'espoir d'une résolution pacifique. Mais moi, je le redis, la vocation de la France, c'est d'être présente. Nous avons un président de la République qui a investi beaucoup dans les grands dossiers du monde. Depuis les nouvelles circonstances de la vie politique française, eh bien, nous avions Jupiter. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec la reine d'Angleterre à la tribune des Nations Unies qui s'empresse de filer vers le Canada. Il ne participe même pas à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. C'est dire qu'il ne faut pas que la France s'absente. Nous parlons du Moyen-Orient, nous parlons du Liban, nous avons une responsabilité historique vis-à-vis du Liban. Voilà un pays qui est dépossédé de son histoire depuis sa guerre civile de 1975, par les Palestiniens, par les Israéliens, par les Syriens, par les Saoudiens, par les Iraniens, aujourd'hui principalement. Eh bien, redonnons au Liban sa souveraineté. Si le Hezbollah subit un coup aujourd'hui, faisons en sorte que ce soit dans l'intérêt général du Liban et que le Liban puisse en tirer un bénéfice en reprenant son destin en main. Mais ça implique que nous jouions notre rôle. Et jouer son rôle, c'est bien sûr parler, c'est fixer un cap, c'est éclairer l'avenir et c'est bien sûr aussi agir. Je pense que très objectivement, quand nous regarderons avec un peu de recul cette période, nous constaterons la faillite du leadership européen, la faillite du leadership américain. On me dira, ils font ce qu'ils peuvent. Eh bien, ils ne peuvent pas assez au regard des enjeux du monde d'aujourd'hui. Le Liban peut devenir un deuxième Gaza, comme le redoutent les Nations Unies ? Le Liban risque effectivement un embrasement plus grand. Les frappes israéliennes n'ont pas concerné les zones traditionnelles où les bombardements avaient eu lieu en 2006, qui était essentiellement le Liban sud. Aujourd'hui, il y a le Chouf, il y a la région de Kessrouan. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français et figure incontournable de la politique internationale, prend une position claire et ferme contre les politiques israéliennes, notamment en ce qui concerne leurs actions envers les Palestiniens, qu'il qualifie de criminels. À travers ses propos, de Villepin se fait le porte-voix d'une Europe qui, selon lui, a trop longtemps été soumise aux dictats américains et israéliens, au détriment de ses propres principes et de son indépendance. Il met en garde l'Europe, désormais à un tournant historique, contre un alignement aveugle qui pourrait nuire à sa crédibilité sur la scène mondiale et affaiblir ses valeurs fondamentales, notamment en matière de droits de l'homme et de justice internationale. Dominique de Villepin n'hésite pas à évoquer la politique israélienne comme une politique de répression systématique, qu'il considère comme une violation flagrante du droit international. Il dénonce sans ambiguïté les exactions commises par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens, notamment dans les territoires occupés, et insiste sur la responsabilité morale et politique de la communauté internationale face à ces crimes. Selon lui, le silence ou la complicité d'un grand nombre de puissances occidentales face à ces injustices est non seulement inacceptable, mais également dangereux, car il contribue à maintenir un statu quo destructeur pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. La mort d'Hassan Nasrallah est confirmée par le Hezbollah. C'est quoi l'étape d'après ? Une confrontation directe avec l'Iran, une réaction directe de l'Iran ? C'est le risque de l'engrenage, de l'escalade, de la fuite en avant. Mais c'est d'ores et déjà une étape très importante dans la guerre qui se déroule. La guerre du Liban, qui fait suite à la guerre de Gaza, qui n'est pas terminée, qui n'est pas close. Et c'est une figure très emblématique de la politique du Moyen-Orient, du monde arabo-musulman, depuis une trentaine d'années. Nasrallah, c'est quelqu'un qui est rentré au mouvement Hamal, chiite, en 1982, qui a pris la tête du Hezbollah en 1992, donc 10 ans plus tard, à la suite de l'assassinat de
Moussaoui, justement à cette date, en 92, et c'est quelqu'un qui a marqué toute cette période, et en particulier qui a marqué et qui est considéré comme un héros par beaucoup de membres du mouvement, à cause de 2006, où il a défait, entre guillemets, l'armée israélienne et conduit au départ de cette armée. Mais c'est aussi une figure très contestée, puisque ce Hezbollah, c'est un mouvement qui a une face noire. Il ne faut jamais oublier que c'est un mouvement composite. C'est à la fois un mouvement politique enraciné dans la vie libanaise. Il y a des députés, il y a des ministres du Hezbollah, et c'est aussi une milice terroriste qui est responsable en particulier des attentats de 83 dont la France a été victime, ainsi que les Américains, qui est très active dans le trafic de drogue et qui joue donc un rôle essentiel. Donc un double ancrage, un ancrage au Liban très fort, et en même temps c'est l'instrument de l'Iran. C'est un instrument très efficace pour l'Iran puisqu'il assure la protection de l'Iran dans la proximité vis-à-vis d'Israël. Il est donc la partie la plus avancée, la pointe la plus avancée des intérêts iraniens à proximité d'Israël. Alors on va écouter à présent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé hier à la tribune de l'ONU et on commente juste après. Mesdames et messieurs, cette guerre peut prendre fin dès maintenant. Il suffit pour cela que le Hamas se rende, dépose les armes et libère tous les otages. Dans le cas contraire, nous poursuivrons la lutte jusqu'à la victoire. Une victoire intégrale, nous n'avons pas d'alternative. Israël doit aussi vaincre le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est l'organisation terroriste par excellence dans le monde aujourd'hui. Le Hezbollah a des tentacules sur tous les continents. Dominique de Villepin, le Premier ministre israélien est-il en train de préparer les esprits au spectre d'une guerre totale? C'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment, ou du moins à peut-être une réinvasion du Liban par Israël. Alors c'est une des deux grandes questions qui se posent ce matin. La première, vous avez raison, c'est la question des buts d'Israël. Israël est engagé depuis un an après les horreurs du 7 octobre à Gaza, avec une politique très systématique de recherche d'éradication du Hamas et avec toutes les conséquences que nous savons sur la population civile. Et il ouvre un nouveau front au Liban, parce que Israël subit les conséquences des tirs de représailles lancés par le Hezbollah en solidarité avec le Hamas et qui ont conduit au départ d'environ 60 000, il y a des estimations qui vont jusqu'à 100 000, Israéliens qui se situent dans le nord d'Israël. Donc la revendication affichée de la part d'Israël, c'est la possibilité d'un retour. Mais la question qui est sous-jacente derrière ce but affirmé, c'est davantage, à mon sens, l'ambition de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'aller plus loin. Ça veut dire quoi, aller plus loin ? C'est de mener à la fois ce que certains qualifient de la Grande Guerre, c'est-à-dire frapper l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont les milices chiites en Irak. Les Houthis au Yémen aussi. Ce sont les Houthis du Yémen. Et c'est le grand leader iranien, donc aller beaucoup plus loin. Et derrière Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, il y a un gouvernement marqué par la présence de certains grands fondamentalistes ultra-religieux, Smotrich, Ben-Gvir, qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la Grande Guerre que du Grand Israël. Donc, Israël aujourd'hui et le gouvernement de Benjamin Netanyahou sont engagés dans la volonté, une fois pour toutes, de régler la question de ces milices qui sont un danger pour la sécurité quotidienne d'Israël. Et on voit bien que, et c'est là où il y a un renversement historique, pendant plusieurs décennies, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, Israël a fait face à des guerres avec les États arabes, et ce jusqu'en 1973. À partir de 1979 et la création de l'Iran, Israël fait face au danger de l'Iran, de la révolution islamique iranienne, soutenu par des mouvements
de milices très actives, terroristes, qui sont aujourd'hui la cible d'Israël. L'objectif du gouvernement Netanyahou, c'est de rétablir non seulement la dissuasion, mais d'aller jusqu'à la neutralisation de ces mouvements, étape par étape. On voit bien, après Gaza, c'est aujourd'hui le Liban, dans un univers international et régional où il y a une fenêtre d'opportunité. Et la question, c'est jusqu'où ira-t-il pour saisir cette fenêtre d'opportunité? Là, nous sommes aujourd'hui dans un enchaînement d'objectifs. Bien évidemment, derrière, il y a le grand objectif iranien, sachant qu'il y a une relative retenue, voire absence des Européens, de la même façon pour les Américains, et un calendrier, ces commémorations du 7 octobre, et derrière, qui pèse extrêmement lourd dans tout ce qui se passe en ce moment, derrière, le 5 novembre, l'élection américaine et le souci de Benjamin Netanyahou de tout faire pour que Donald Trump soit élu, parce que bien évidemment, à partir de ce moment-là, il aurait la garantie absolue, et ça changerait tout pour Israël au Moyen-Orient. Nous voyons bien donc qu'il y a des arrière-pensées qui pèsent extrêmement lourd, et tous les acteurs intègrent cette donnée. Et si Donald Trump arrivait à nouveau aux affaires à partir du 5 novembre, et ça modifie les stratégies des différents acteurs. Parce qu'à contrario, si Kamala Harris est élue à la Maison-Blanche, on peut imaginer qu'elle accentuera la pression sur Benjamin Netanyahou. Elle a laissé entrevoir quand même certains signaux. Alors, elle a laissé entrevoir, vous avez raison, certains signaux. Mais quelle est véritablement la capacité de Kamala Harris de renverser le cours de cette alliance entre l'Amérique et... Peut-être tout simplement couper les financements militaires à destination d'Israël. De la parole aux actes, il y a loin. On peut penser qu'elle aura quand même énormément de mal, compte tenu des pesanteurs sur l'administration américaine. On voit bien d'ailleurs que Joe Biden lui-même, lors de la visite de Benjamin Netanyahou, a annoncé une aide supplémentaire à Israël, alors que nous sommes au cœur de la crise. 8,7 milliards. Presque 9 milliards de dollars. Donc on voit bien que le moment n'est pas encore venu où l'Amérique se servira des deux outils majeurs, parce que c'est eux qui ont les deux grands verrous, c'est évidemment et l'argent et les armes. Oui, mais comment concrètement les États-Unis peuvent d'un côté appeler à la désescalade au Proche-Orient et notamment au Liban, et en même temps continuer et annoncer en pleine Assemblée générale de l'ONU cette nouvelle tranche d'aide militaire à Israël? Il y a une forme d'hypocrisie américaine. Bien sûr, mais c'est surtout le très très grand aveuglement qui existe aujourd'hui chez tous les leaders à la fois européens et américains. Ils n'ont pas de vision du monde, là où il faut reconnaître à Benjamin Netanyahou d'avoir au moins une vision militaire, puisque l'opération qu'il a lancée contre Hassan Nasrallah s'appelle Nouvel Ordre. Et on voit bien derrière qu'il y a l'idée d'un nouvel ordre régional débarrassé de ces milices chiites. Ce n'est pas le cas pour les leaders américains et européens. Ils n'ont pas de vision stratégique. Et en particulier, ils n'ont toujours pas compris que le nouvel ordre mondial serait fondé sur des principes. Et le premier de ces principes, ça doit être la justice internationale, qui impliquerait de la part d'Israël... Peut-être même aussi le respect du droit international, tout simplement. Alors ça, c'est la deuxième composante, c'est le droit. Donc la justice et le droit international, le droit humanitaire, toute chose qu'on ne rappelle pas aux Israéliens, qu'on ne rappelle pas actuellement à Benjamin Netanyahou. Et s'ils ne le font pas, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables de s'extraire de leur situation géopolitique d'occidentaux pour faire un chemin vers le reste du monde, et notamment vers le sud global, vers les grandes puissances aujourd'hui qui montent, celles des BRICS et autres. Et je pense que ce qui se joue aujourd'hui dans la création d'un nouvel ordre mondial, et ce qui se joue aux Nations Unies, c'est ce renversement, ce basculement du monde vers ces nouvelles puissances, qui impliquera de la part d'Israël et de la part des Européens et des Américains la prise en compte de ces objectifs qui s'imposent à tous, à la fois le respect d'un principe de justice et d'égalité, et à la fois les règles de droit, du droit international et du droit humanitaire. Pendant combien de temps Israël pourra s'exempter de l'application de ces règles ? On voit bien qu'Israël poursuit sa logique militaire, mais cette logique militaire, est-ce qu'elle va, et ça c'est la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle va assurer la sécurité d'Israël davantage ? Aujourd'hui, je crains qu'Israël ne soit condamné à mener guerre après guerre, à chaque fois plus d'usage de la force. La seule façon d'en sortir, ce serait
la création d'un État palestinien, plus de justice et un nouvel ordre régional qui ne peut pas simplement être un nouvel ordre technologique, économique et financier, comme il était fixé par les accords d'Abraham. Et on va y revenir évidemment, mais puisque vous parliez à l'instant de l'ONU, toute la semaine à la tribune des Nations Unies, les dirigeants internationaux ont appelé justement à mettre fin à cette spirale de la violence au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, il faut constater que l'ONU ne semble plus capable d'arrêter aucune guerre. L'ONU est-elle à l'agonie? C'est le focus d'International. Il est signé Antoine Delpierre. Comme une tragédie sans fin, l'histoire des Nations Unies se répète-t-elle inlassablement? Sur les ruines de la Première Guerre mondiale et la promesse du plus jamais ça, une quarantaine de pays fondaient en 1920 la Société des Nations avant d'échouer à éviter un nouveau conflit à la fin des années 30. C'est sur cette même promesse que naît l'ONU au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Près de 80 ans plus tard, alors qu'elle tient son sommet dit de l'avenir, quel peut être le sien? Ce ne sont pas seulement les enfants qui meurent à Gaza, mais aussi le système des Nations Unies. La vérité se meurt. Les valeurs que l'Occident prétend défendre se meurent. Les espoirs de l'humanité de vivre dans un monde plus juste meurent les uns après les autres. Bouc émissaire facile et indispensable pour certains dirigeants, l'Organisation des Nations Unies n'en est pas moins en crise d'identité et de légitimité. Devant les bombes qui tombent à Gaza ou dans le Donbass, son Conseil de sécurité est paralysé par l'usage du droit de veto que se sont accordés à l'origine les 5 membres permanents. Incapable de taper du poing sur la table ou de faire respecter ses résolutions, du Proche-Orient à la Birmanie, en passant par le Soudan, le secrétaire général ne peut que constater l'impuissance de son organisation. Aujourd'hui, un nombre croissant de gouvernements et d'autres acteurs se sentent autorisés à bénéficier d'une carte sortie de prison gratuite et à piétiner le droit international. À cela s'ajoutent les critiques de plus en plus prononcées sur le manque d'inclusivité d'une organisation qui promeut le multilatéralisme. Depuis sa création, l'ONU n'a fait qu'ajouter des sièges de membres non permanents à son Conseil de sécurité. 10 sièges tournants au total dépourvus du fameux droit de veto. Les pays du Sud global, Afrique en tête, exigent désormais de discuter d'égal à égal avec les pays fondateurs. L'Afrique et ses 1,4 milliard d'habitants restent exclus de ses principales structures décisionnelles. Cela ne peut plus durer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être réformé de toute urgence. MINUSCA, MONUSCO, MINUSMA. En Centrafrique, en République démocratique du Congo ou au Mali notamment, les forces de l'ONU ont été éclaboussées par des scandales d'exploitation sexuelle ou de violation de droits humains. Elles sont décriées par des populations lassées par l'impuissance de ces missions à garantir le maintien de la paix et la sécurité. Au Liban, par exemple, les casques bleus de la FINUL seront-ils en mesure de contenir l'escalade ? Restent les programmes et les institutions spécialisées de l'ONU, pour les réfugiés, pour la santé ou encore contre la faim. Quand ils ne sont pas accusés, sans preuve, de soutenir des terroristes comme l'UNRWA à Gaza, le HCR, l'OMS ou encore le Programme alimentaire mondial alertent régulièrement sur leur financement sous-dimensionné pour faire face aux drames humanitaires toujours plus nombreux. Dominique de Villepin, l'ONU est-elle selon vous réformable ou faut-il aujourd'hui créer autre chose pour répondre à toutes ces crises auxquelles on assiste dans le monde ? Non, l'ONU est réformable. Comment ? Mais il faut se rappeler que l'ONU a été créée en 1945. Et le monde a profondément changé. Il a profondément changé en 1991 avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et il est aujourd'hui encore très différent de celui de 1991. Donc comment faut-il le réformer ? D'abord en assurant aux organes des Nations Unies plus de représentativité. Ce que dit le reportage très bien, c'est que le Conseil de sécurité, ce n'est pas le reflet
aujourd'hui des rapports de force mondiaux, des jeux de puissance mondiaux, et dès lors que vous n'avez pas autour de la table tous ceux qui pourraient et qui auraient une voix pour régler les problèmes du monde, et en particulier les problèmes de la paix, puisque c'est d'abord ça la mission du Conseil de sécurité, eh bien vous ne pouvez pas faire avancer les grands dossiers. Mais n'oublions pas, l'ONU c'est à la fois une instance exécutive, si je puis dire, le Conseil de sécurité, c'est aussi une assemblée générale qui est en quelque sorte le pouls du monde et qui permet à chacun, selon la règle un vote, un État, de s'exprimer. Mais c'est aussi à côté de cet ordre-là des institutions spécialisées qui s'efforcent de faire avancer les grands enjeux mondiaux. C'est vrai de la pauvreté, c'est vrai du sort des enfants, c'est vrai des réfugiés. Et donc c'est un ensemble tout à fait considérable. Le point de départ de ce nouvel ordre, c'est d'être capable à nouveau de parler la même langue. Aujourd'hui, à la table des Nations Unies, chacun s'arroge le privilège de détenir la morale et le droit. Et ça donne cette cacophonie qui a explosé à la figure des dirigeants du monde sur le drame ukrainien. C'est le 2 poids, 2 mesures qui s'est vérifié à Gaza. 2 poids, 2 mesures, parce que certains appliquent le droit international, certains l'utilisent à leur service, comme les Américains l'ont fait en Irak, ou comme la Russie l'a fait dans l'agression vis-à-vis de l'Ukraine. Si nous ne sommes pas d'accord sur le droit international, si nous ne respectons pas les règles qui sont posées, eh bien évidemment, nous ne pouvons pas agir ensemble. Donc le point de départ, il est là. N'oublions pas, la Société des Nations a commencé véritablement à mourir en 1935 quand l'Éthiopie a envahi. Quand l'Italie a envahi l'Éthiopie, il y a eu ce grand discours du Négus, l'empereur Haïlé Sélassié, qui s'est adressé aux Nations Unies pour demander son aide. Et puis après, il y a eu la guerre d'Espagne et beaucoup d'autres drames et crises qui ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons cet avertissement fracassant qui est celui de l'Ukraine. Nous avons cet avertissement qui est cette crise du Proche-Orient et bien d'autres, le Soudan, la Birmanie, le Congo. Nous devons ouvrir les yeux sur cette réalité du monde parce que même le débat français en porte la traduction. Ces derniers jours, les Français n'ont pour que seul souci l'immigration. Eh bien, pensons que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés en plus qui vont venir en Europe. Donc si nous ne sommes pas capables de faire la paix dans cette région, eh bien, nous en paierons le prix. Les douleurs du monde sont aussi nos douleurs et nous sommes concernés. Nous devons donc agir le plus tôt possible pour essayer d'y apporter une réponse. Et la réponse, je le redis parce que c'est important, ce n'est pas encore plus de force, ce n'est pas encore plus de surenchère militaire, c'est la capacité à traduire politiquement les problèmes du monde, bien sûr. Face au terrorisme, il faut apporter des réponses on est face sévères. à 2 acteurs, par exemple, en ce qui concerne le Proche-Orient, le Hezbollah et l'État israélien, le Hamas et l'État israélien, qui ne veulent pas sortir de cette spirale de la violence, qui n'ont pas de vision politique. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que malheureusement, il y a aujourd'hui des partenaires qui ont tous intérêt à cette fuite en avant. Mais il y a des gens plus raisonnables qui existent. Il y a en Israël des manifestants chaque semaine qui disent leur désaccord et qui veulent défendre la libération des otages. Donc ça veut dire qu'il faut mais amener la que nous ne société sommes civile pas obligés, à la table des négociations. Nous ne sommes pas obligés de nous mettre dans la main de ceux qui sont les plus insensés, de ceux qui n'ont pas d'autre objectif que la surenchère et la guerre. Nous devons introduire de la mesure. Sont en position de force. Mais je le redis, la diplomatie européenne et la diplomatie américaine sont en congé. Elles sont absentes. Il y a eu ces derniers soubresauts lors des derniers jours aux Nations Unies avec l'espoir d'une résolution pacifique. Mais moi, je le redis, la vocation de la France, c'est d'être présente. Nous avons un président de la République qui a investi beaucoup dans les grands dossiers du monde. Depuis les nouvelles circonstances de la vie politique française, eh bien, nous avions Jupiter. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec la reine d'Angleterre à la tribune des Nations Unies qui s'empresse de filer vers le Canada. Il ne participe même pas à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. C'est dire qu'il ne faut pas que la France s'absente.
Nous parlons du Moyen-Orient, nous parlons du Liban, nous avons une responsabilité historique vis-à-vis du Liban. Voilà un pays qui est dépossédé de son histoire depuis sa guerre civile de 1975, par les Palestiniens, par les Israéliens, par les Syriens, par les Saoudiens, par les Iraniens, aujourd'hui principalement. Eh bien, redonnons au Liban sa souveraineté. Si le Hezbollah subit un coup aujourd'hui, faisons en sorte que ce soit dans l'intérêt général du Liban et que le Liban puisse en tirer un bénéfice en reprenant son destin en main. Mais ça implique que nous jouions notre rôle. Et jouer son rôle, c'est bien sûr parler, c'est fixer un cap, c'est éclairer l'avenir et c'est bien sûr aussi agir. Je pense que très objectivement, quand nous regarderons avec un peu de recul cette période, nous constaterons la faillite du leadership européen, la faillite du leadership américain. On me dira, ils font ce qu'ils peuvent. Eh bien, ils ne peuvent pas assez au regard des enjeux du monde d'aujourd'hui. Le Liban peut devenir un deuxième Gaza, comme le redoutent les Nations Unies ? Le Liban risque effectivement un embrasement plus grand. Les frappes israéliennes n'ont pas concerné les zones traditionnelles où les bombardements avaient eu lieu en 2006, qui était essentiellement le Liban sud. Aujourd'hui, il y a le Chouf, il y a la région de Kessrouan. Donc, ce sont des zones beaucoup plus nombreuses qui sont aujourd'hui touchées. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que d'abord, le Hezbollah, bien sûr, fort de la nouvelle situation et fort de l'intérêt national du Liban. Le Hezbollah, c'est un État dans un État failli. Et il faut que les forces politiques libanaises, il faut que le peuple libanais puisse retrouver ses droits et ses prérogatives. Donc souhaitons que ce changement puisse arrêter l'escalade et placer chacun devant ses responsabilités. Et c'est quoi aujourd'hui les responsabilités ? Israël a obtenu la plupart de ses résultats à Gaza. Il est en train véritablement de désorganiser complètement Hezbollah. Le choix est là. Soit il veut absolument poursuivre et éradiquer complètement ces deux forces. C'est la tentation de Benjamin Netanyahou. Il ne peut pas le faire sans présenter une perspective politique. La perspective politique à Gaza, c'est la création d'un État palestinien. La perspective politique au Liban, c'est la restauration d'un État libanais et c'est, à partir de là, la capacité à chacun d'être respecté selon ses droits. Justement, Dominique de Villepin, pour qu'on arrive à cette restauration de l'État libanais, selon vous, est-il souhaitable que le Hezbollah disparaisse, aussi bien dans sa branche militaire que dans sa branche politique, ou faut-il simplement désarmer la branche militaire du Hezbollah ? Alors, il faut comprendre que le Hezbollah est aujourd'hui le grand représentant de la population chiite. La population chiite, c'est plus de 30%, c'est à peu près un tiers, hein, de façon égale, les chrétiens, les sunnites, les chiites. Et c'est aussi une place dans l'État libanais selon la tradition institutionnelle. Et c'est en matière politique, dans la traduction alors des dernières élections législatives de 2022, c'est un peu plus de 40%. Donc vous ne pouvez pas éliminer les chiites du jeu au Liban. Par contre, il est bien évident que la dimension terroriste de cette organisation doit, elle, disparaître. Pour cela, aujourd'hui, il y a un argument très fort vis-à-vis d'Israël. C'est que les représailles qui sont engagés par le Hezbollah se font en solidarité avec le Hamas. Si un cessez-le-feu intervient aujourd'hui à Gaza, eh bien, il est évident que le Hezbollah s'arrêtera de tirer. Donc, je comprends la logique jusqu'au boutiste de Benjamin Netanyahou. Il faut à un moment donné que la politique, que le bon sens, que la responsabilité existe. Ne l'oublions pas. Il y a des peuples qui souffrent. Il y a des centaines de milliers de personnes déplacées aujourd'hui au sud Liban. Il y a un désespoir qui gagne cette population qui est martyrisée depuis 1975. Je crois qu'il faut penser aussi aux peuples de la région. Les États, eux, peuvent rester silencieux. Les États peuvent, eux, regarder ailleurs. Mais les peuples, eux, ce sont eux qui payent et qui souffrent.
Vous évoquiez le terrorisme du Hezbollah. Le Hezbollah a aussi été victime les 17 et 18 septembre de cette attaque au beeper et au talkie-walkie, attaque qui a fait, je le rappelle, 37 morts et plus de 2900 blessés, parmi lesquels de nombreux civils qui étaient simplement encartés au sein du mouvement. Est-ce que, même si l'attaque n'a pas été officiellement revendiquée par Israël, elle est attribuée à l'État israélien? Est-ce que, si effectivement la responsabilité israélienne est avérée, est-ce qu'un seuil a été franchi? Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de figure de terrorisme d'État? Alors Israël est manifestement dans le cadre d'une guerre préventive. Donc Israël anticipe un certain nombre de risques. Il y a le Hezbollah qui frappe le territoire israélien et qui menace Israël. Donc ils essayent de neutraliser cette force. Cet aspect-là, il n'est pas contestable. Le fait d'utiliser des outils du quotidien comme arme, ça par contre, c'est condamné par le droit international. Ne l'oublions pas, la mémoire dans cette région, c'est l'intervention israélienne de 2006. 34 jours qui conduisent Israël à se retirer parce que, et ça c'est une autre des questions d'aujourd'hui, est-ce qu'Israël va intervenir sur le plan terrestre au Liban et risquer de s'embourber comme ça a été le cas en 2006. En 2006, il y a eu une commission juste après israélienne d'experts, la commission Vinograd, qui a constaté les erreurs et les manquements du gouvernement Olmert de l'époque. Et le principal manquement qui a été retenu, c'est la faille du renseignement. Et on voit bien qu'Israël a tiré depuis 2006 toutes les leçons en matière de renseignement. Parce que qu'il s'agisse des beepers, qu'il s'agisse des frappes ciblées décapitant le mouvement du Hezbollah et la force Radouane, qu'il s'agisse du tir sur le bunker où était Nasrallah, plus de 80 tonnes qui ont été jetées sur ce bunker, on voit bien qu'Israël a restauré sa capacité de renseignement. La question, est-ce qu'au-delà d'avoir restauré, après le drame du 7 octobre, sa capacité de dissuasion, Israël veut aller encore plus loin et se lancer dans des objectifs beaucoup plus importants sur le plan militaire? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui, avec des conséquences évidemment très importantes pour toute la région. Donc si je vous suis, les attaques au beeper et au talkie-walkie des 17 et 18 septembre relèvent de la guerre préventive, de la dissuasion, mais pas du terrorisme d'État. Vous savez, vouloir cloisonner, utiliser des mots de ce type, c'est absurde. Je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Je crois aussi que... Mais comme il y a eu aussi ce débat pour le 7 octobre il y a beaucoup de 2023, la question peut aussi se poser dans l'autre sens. Non, mais bien sûr. Mais vous voyez bien à quel point, en déplaçant le débat, nous tombons dans des batailles sémantiques qui ne me paraissent pas être la clé d'aujourd'hui. La clé d'aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses, d'éclairer les choix et de placer chacun devant ses responsabilités. Donc, évitons de nous battre pour des mots. Je préfère m'attacher au réel. Alors justement, s'attacher au réel, Dominique de Villepin, je voudrais qu'on revoie ensemble ces images. Il y a 21 ans, le 14 février 2003, au Conseil de sécurité de l'ONU, vous alertiez à l'époque au sujet de l'Irak sur le danger de répondre au terrorisme et à la violence par le seul langage des armes. On regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Dominique de Villepin, cette conviction qu'il existe une alternative au seul langage des armes, elle ne vous a jamais quitté. D'où est-ce qu'elle vient, cette conviction intime ? Elle vient d'abord de l'expérience internationale et d'une réflexion sur l'ensemble des conflits. Aucun des grands conflits depuis 1945, aucune des grandes guerres n'a été gagnée par les puissances occidentales. Vous pouvez prendre le Vietnam, la guerre de Corée et continuer jusqu'à aujourd'hui. Ces guerres, soit elles sont gelées, soit elles conduisent à un moment donné à se retirer. Donc je crois qu'il y a une vanité de la guerre et il y a une vanité de l'usage de la force. Quand
un État est menacé, il a le droit légitime de se défendre. Mais la règle internationale, le droit international dit aussi qu'il faut le faire avec mesure, c'est-à-dire avec proportion, avec un souci de précision. Et ce que nous voyons, c'est la conviction qui s'est ancrée depuis cette époque, depuis le 11 septembre 2001, depuis la grande peur des Américains, que par la surenchère, la force peut tout régler. Eh bien, au contraire, ce que nous avons vu, et ça a été la conséquence de la guerre menée contre le terrorisme, c'est qu'à vouloir écraser un ennemi qui est pourvu d'une idéologie qu'on ne peut pas écraser d'un coup de botte ni d'un coup de Kalachnikov, eh bien, cet ennemi se multiplie, qu'il prolifère, que les esprits sont gagnés par cette maladie idéologique et c'est ce souci de disséminer la violence. Donc, il est très important de maîtriser l'usage de la force. Il doit être régulé. Ça ne veut pas dire que la force n'est pas justifiable dans certaines circonstances, mais dans un cadre de droit, avec une légitimité internationale que seules les Nations Unies peuvent donner. Tout usage de la force en dehors de ces règles conduit à plus de violence, plus de guerre, plus de malheur. Et c'est la situation dans laquelle se retrouve Israël aujourd'hui. Israël a amélioré temporairement sa sécurité, mais elle ne peut le faire qu'à condition de garder le doigt appuyé sur la gâchette. C'est-à-dire que le peuple israélien va tout au long des prochaines années, s'il ne transforme pas de façon politique son action militaire, il ne va pouvoir dormir que d'un œil et à tout moment descendre dans une cave pour se protéger de bombardements ou d'attaques. C'est-à-dire que la force ne vous donne pas une protection durable. La politique peut le faire. La capacité à un moment donné à créer une relation avec l'autre qui casse cette logique du terrorisme, cette logique de la haine et de la violence. Pour cela, il faut le respect de la dignité de l'autre. Ne l'oublions pas, en 1948, il y a un peuple qui a été privé de sa terre. 700 000 Palestiniens ont dû partir. Justement. Et cette injustice-là, c'est celle qui est encore à l'œuvre, c'est celle qu'exploite l'Iran. Quand l'Iran s'affirme comme aujourd'hui le leader de la cause palestinienne parce que les autres pays arabes modérés sont trop discrets et qu'il essaye de renforcer sa position dans le monde arabo-musulman à partir de la cause palestinienne, c'est toujours en se servant de cette injustice, cette plaie-là. La communauté internationale doit la refermer et il n'y aura pas de... Pour conclure cette vidéo, Dominique de Villepin réaffirme l'urgence de repenser en profondeur la position de l'Europe face à la politique israélienne et à la situation au Moyen-Orient. Il rappelle que l'Europe ne doit pas se laisser guider par une diplomatie soumise aux pressions américaines ou israéliennes, mais au contraire, qu'elle doit retrouver sa souveraineté et son indépendance sur la scène internationale. Selon lui, c'est en restant fidèle à ses principes fondamentaux, la défense des droits de l'homme, la justice et le respect du droit international que l'Europe pourra non seulement rétablir sa crédibilité, mais aussi jouer un rôle constructif dans la résolution du conflit israélo-palestinien. De Villepin ne cache pas sa frustration face à l'inertie des dirigeants européens qui, par peur de rompre avec les puissances dominantes, n'agissent pas pour faire respecter les résolutions internationales ou les principes de paix. Il les invite à prendre conscience de l'importance de leur rôle historique et moral. L'inaction ou l'indifférence face aux injustices, et notamment face aux violences israéliennes, ne fait qu'alimenter la radicalisation et l'instabilité dans la région. De Villepin prévient qu'une Europe qui se soumet à des logiques de pouvoir extérieur perdra non seulement sa dignité, mais aussi son influence sur la scène mondiale, en devenant une simple spectatrice de son propre affaiblissement. À travers cette mise en garde, Dominique de Villepin rappelle aussi que la quête de la paix au Moyen-Orient ne peut se faire qu'en défendant une approche juste, fondée sur l'équité et le respect des peuples et de leurs droits. La situation actuelle, marquée par l'impunité d'Israël et le silence de la communauté internationale, ne peut durer. Si l'Europe veut espérer être un acteur de paix crédible, elle doit prendre des positions fortes, exigeantes et parfois même impopulaires pour défendre la justice. Il est impératif que l'Europe cesse de céder aux pressions extérieures et adopte une politique indépendante qui ne se contente pas de suivre le vent, mais qui œuvre activement pour un avenir de paix, de stabilité et de réconciliation pour toutes les populations de la région.